Please enter the 12-digit Iridium phone number you would like to call. Please wait while your call is connected. Et comme je lui mentionnais hier, il n'y a personne qui m'a compté que ce serait facile, là, l'Atlantique. Je n'ai pas entendu personne dire « Oh, c'est un plaisir, là, c'est le fun. » Je m'appelle Mylène Paquette. En 2013, j'ai traversé l'océan Atlantique Nord à la rame, en solitaire, du Canada à la France. Je dis en solitaire parce que oui, j'étais seule physiquement, mais à vrai dire, j'étais pas seule mentalement. Et si ce balado a vu le jour, c'est justement pour vous parler de ceux qui ont travaillé très, très fort avec moi durant cette traversée de 129 jours. Je suis ici pour vous parler d'eux, l'équipe au sol. Quelques semaines après mon aventure, Jean-Pierre Lavoie, un membre de mon équipe au sol, m'a remis tous les enregistrements réalisés durant ma traversée. En fait, Jean-Pierre voulait conserver ces conversations pour être en mesure de m'expliquer ce que j'avais manqué. Parce que oui, quelques semaines après mon départ en mer, Jean-Pierre a senti la soupe chaude et il s'est dit « Il faut garder des preuves au cas où ça dégénère ». Il s'est aussi donné comme mission de conserver ces conversations-là pour pouvoir m'expliquer comment cette traversée-là a été vécue depuis l'intérieur de l'équipe. Et en me transmettant les fichiers audio, il m'avait mis en garde en me disant qu'il y avait peut-être des choses là-dedans que j'ignorais encore, même des mois après mon retour sur la terre ferme. Dans l'année qui a suivi, j'ai écouté des heures et des heures d'enregistrement. Souvent, j'ai entendu mon équipe s'inquiéter, s'écouter, se rassurer. Je suis ici, assis dans ma chaise, puis j'ai des frissons dans le dos de la veille de 5 mètres dehors sur le pont en Irlande. Des fois, les membres de mon équipe parlaient de complètement autre chose. Te rappelles-tu de Jean-Paul Bello? Jean-Paul Bello, dans Grosse les Dames de cœur, c'est qu'est-ce que tu as là, ma pouliche? Des fois, X avait l'air compliqué de communiquer avec moi. Please wait while your call is connected. Et d'autres fois, ça riait pas mal. Please wait while your call is connected. Well, call is connected. On la connaît, la madame. Hein? Elle a une job plate. À l'écoute de ces enregistrements, j'ai fini par comprendre comment ils ont vécu ça. J'ai eu des surprises, j'ai eu des frissons. J'ai même versé des larmes, j'ai ri et j'en ai aussi appris sur moi-même. Aujourd'hui, je vous parle de mon équipe qui se consolide, qui se rassemble pour une première fois pour parler de moi, de mes inquiétudes, mais aussi pour faire front commun et m'aider à avancer mieux. Vous écoutez Méandre, les dessous d'une traversée. Premier épisode, consolidation. Il faut savoir que même si j'étais partie d'Halifax depuis des semaines, j'étais pas très loin des eaux canadiennes. À vrai dire, c'est un peu comme si je n'étais pas encore tout à fait partie. Bon, d'abord à cause de la météo défavorable. Dans les premières semaines en mer, j'ai rencontré plusieurs systèmes dépressionnaires et ils étaient assez généreux, ces systèmes dépressionnaires-là, qui m'ont obligée de rester enfermée dans ma cabine durant des jours et des jours. Bon, un système dépressionnaire, là, c'est une zone de basse pression atmosphérique au niveau de la mer, donc sur l'océan. Puis cette zone se trouve normalement amputée de beau temps, de soleil, de vent favorable. Sur l'eau, dépendamment de l'endroit où on se trouve par rapport au milieu et à la trajectoire du système dépressionnaire, on peut avoir soit le vent de face ou soit le vent dans le dos. En d'autres mots, le système dépressionnaire peut nous servir ou nous nuire. On va y revenir de toute façon. Alors, durant ces premières semaines de mon aventure, j'en ai eu des systèmes dépressionnaires. J'étais pas encore très acclimatée à l'océan, puis j'avais souvent assez peur d'aller ramer dans des conditions, on va dire, plus rigoureuses. Moi, ramer dans des vagues assez courtes, hautes d'1,5 mètre, 2 mètres, ça me faisait peur. Puis pour être honnête avec vous, j'ai commis des petites erreurs de navigation. J'ai pris de mauvaises décisions.
Bon, pour ceux qui commençaient à me suivre maintenant et qui n'ont jamais suivi mon aventure, connu ma traversée, qui n'ont aucune idée de quoi a l'air mon bateau, on s'en reparle dans un prochain épisode. On va répondre aux plus curieux d'entre vous. Tout au long de ce balado, vous allez découvrir le bateau. Vous comprendrez mieux les raisons qui m'ont poussé à me lancer dans cette aventure-là. Vous en apprendrez même sur la navigation, la météorologie et vous connaîtrez beaucoup mieux mon équipe au sol. Alors, depuis le 6 juillet 2013, je tente de ramer. Et comme je vous disais, j'ai essuyé des petits systèmes dépressionnaires avec des vagues de quelques mètres dans lesquelles c'était juste trop impressionnant, déraisonnable de ramer, trop fantasque, trop risqué. Michel Melnet, routeur météo. Bon, il s'avère qu'effectivement, cette année, on est plutôt sur une année relativement difficile. On a toujours une barrière au niveau de la prévision météorologique. Il y a une barrière au-delà de 3 à 4 jours de prévision. Il est extrêmement aléatoire de dire, il va se passer ça, et puis ça sera à coup sûr comme ça. Faire face à plusieurs systèmes dépressionnaires, ça veut dire rester enfermé dans ma cabine, attaché à ma couchette, un casque sur la tête, tout ça en installant l'ancre parachute pour conserver les milles nautiques que j'ai ramés jusqu'ici. Pendant ce temps-là, il n'y a rien d'autre à faire sauf attendre que la météo me laisse ramer. Bon, ici, ça prendrait un dessin. Vous dites peut-être, c'est quoi ça, une ancre parachute? Je vous dois des explications. Une ancre parachute, c'est un genre de gros parachute lourd et volumineux en toile qu'on va déployer sous l'eau et qui va se placer face à l'embarcation. Grâce à ça, le bateau résiste enfin aux conditions qui se dressent devant lui. Il y a quelques termes à connaître avant d'aller plus loin. Là, je vais vous parler de proue et de poupe. La proue, c'est le devant du bateau et la poupe, c'est l'arrière de l'embarcation. Je vous ajoute aussi 2 petites notions. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre au vent et sous le vent. La partie du bateau qui est au vent, c'est celle qui est face au vent. Tandis que la partie du bateau qui est sous le vent, c'est la partie qui ne reçoit pas le vent. Alors, si vous me suivez bien, grâce à l'ancre parachute, la proue du bateau demeure au vent et la poupe demeure sous le vent. Et là, vous dites peut-être comment le bateau peut se placer tout seul face au vent. Je vous l'explique. En déposant le parachute dans l'eau, sous le vent, juste à côté de mon embarcation, je laisse aller la ligne qui retient le parachute à la proue du bateau. Et là quand je dis ligne, c'est parce qu'on ne peut pas dire corde sur un bateau. En laissant tranquillement aller la ligne, le bateau va doucement se placer sous le vent parce que ce parachute-là va s'emplir d'eau et offrir une immense résistance au bateau. Le bateau va donc rester perpendiculaire aux vagues qui avancent vers lui puis qui pourraient le repousser ou le faire chavirer. Hermel Lavoie, mentor et technicien. Et qui nous a empêchés de vraiment être en contrôle de la direction du bateau. Et quand ça l'a viré, ça, hier soir, ça a parti sur l'autre bord, puis il n'y avait plus rien à faire pour ramener ça au sud ou à l'est. C'était parti en dérive vers l'ouest et a dû ce matin mettre l'ancre flottante pour essayer d'éliminer les dégâts de perte de terrain. Dans les 3 premières semaines de mon expédition, j'ai souvent installé mon ancre parachute à cause des conditions difficiles. J'ai souvent attendu que Dame Nature me laisse enfin ramer. Et d'autres fois, j'ai eu beaucoup trop peur de ramer dans des conditions favorables parce que les vagues étaient trop intimidantes, trop hautes, trop intenses. Par-dessus tout, j'ai fait à ma tête. J'ai pas toujours écouté mon équipe qui me suggérait des avenues, des directions, des manœuvres. Moi, mon idée du départ, c'était de la faire monter nord, le plus, on va dire nord-est, le plus possible. Et puis après, effectivement, trouver des vents qui soient plus portants. Mais je suis sûr qu'en dessous 46 nord, la route pour rejoindre la France, elle est quasi impossible. J'ai pas voulu écouter mon routeur météo Michel Melnet qui me disait de ramer sur les grands bancs de Terre-Neuve. Je voulais rien savoir. Ça m'intimidait tellement, les grands bancs.
Selon moi, ramer sur les grands bancs, ça voulait dire jouer à la roulette russe. Prendre des chances, être téméraire. Jean-Pierre Lavoie, soutien général. Donc là, le défi humain, si on veut, c'est de convaincre que les bas de Terre-Neuve, c'est OK de passer par là, etc., etc. Sa crainte, je ne sais pas si elle est fondée probablement sur des historiques, des histoires, pas mal de trucs comme ça. Les images du film En pleine tempête me revenaient en tête. Vous savez, ce film The Perfect Storm, sorti en 2000, qui raconte l'histoire de la tempête qu'on a surnommée la tempête de l'Halloween de 1991. Quand on a vu le film, on s'imagine mal naviguer sur ces fameux hauts fonds, les grands bancs de Terre-Neuve. Selon mes recherches, à l'époque où j'avais vu le film, j'avais compris que les hauts-fonds, c'est un endroit tout désigné pour rencontrer d'abord du brouillard, mais aussi c'est un endroit de prédilection pour le passage de tempêtes. Mais d'abord, c'est quoi un haut-fond? Un haut-fond, c'est un plateau sous-marin où l'eau est moins profonde. Sur les grands bancs, par exemple, le fond se trouve par endroits à 25 mètres de la surface, mais il peut aussi descendre à 200 mètres de profondeur. En général, le fond se trouve quand même à 100 mètres de profondeur. Et des hauts-fonds, j'en avais croisé sur le golfe du Saint-Laurent quelques années plus tôt et ça n'avait pas été une super belle expérience. À ce moment-là, je ramais entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine une petite traversée de 9 jours. À l'ouest des îles, je m'étais retrouvée sur le banc Bradel. Et en passant, je ne sais même pas comment dire ça, le banc Bradel. Je me souviens qu'un pêcheur m'avait dit dans la radio VHF « C'est toi la rameuse, ôte-toi de là, t'es sa Bradel. » M'en rappelle. Sur ce haut-fond-là, j'avais eu pas mal de difficultés à diriger mon bateau. Il faut savoir à quel point c'est complexe un haut-fond. À cause des courants marins qui remontent à la surface à plusieurs dizaines de mètres en profondeur, ça crée du clapot. En d'autres mots, ça donne une mer agitée, irrégulière. Parce que d'habitude, les vagues viennent et vont dans le même sens. Dans une embarcation à rame, on peut sentir très vite qu'on perd le contrôle. On rame dans le vide, on fait du surplace. Pour en ajouter, c'est difficile de comprendre dans quelle direction le bateau se déplace. Même si on regarde la boussole, son aiguille bouge constamment parce que le bateau avance, recule, change de direction sans arrêt. Si on regarde le GPS, pour connaître la direction, ça peut devenir encore plus mélangeant. On sait que le GPS indique notre position. Pour avoir notre direction, il faut se déplacer, de façon assez soutenue en plus. Et c'est dur de se déplacer dans des conditions comme ça. Et pour déplacer un lourd bateau à rame, il faut ramer. Comme les vagues sont irrégulières, on manque un coup de rame sur 2, sur 3, des fois à bâbord, des fois à tribord, des fois des deux côtés en même temps. On fait ce qu'on appelle des fausses pelles. Et ça, c'est frustrant de manquer un ou plusieurs coups de suite. Alors, on entre dans un cercle vicieux. Le bateau tourne, on essaie de ramer, on tourne en rond à cause du clapot, les vagues irrégulières nous désorientent. Ça peut devenir un vrai cauchemar assez rapidement. En 2011, sur le golfe du Saint-Laurent, j'avais rien à prouver à personne. Je voulais juste m'entraîner avec mon bateau, le même que j'allais utiliser pour traverser l'Atlantique. À ce moment-là, j'avais qu'une seule traversée à mon actif, puis me retrouver sur le Saint-Laurent, c'était une belle occasion de me mettre au défi. Même si je prévoyais ramer, mon ami Hermel m'avait installé un petit hors-bord pour que je sois plus autonome sur le golfe en cas de pépin. Je l'avais utilisé 2 ou 3 fois depuis Sainte-Anne-des-Monts et je m'étais promis de ne pas le démarrer pour ma petite traversée entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Une fois sur le banc Bradel, à l'ouest des îles, après 2 heures à essayer de m'en sortir à la rame, j'avais changé d'idée. J'ai démarré le moteur et j'ai mis le cap vers le sud. Quelques instants plus tard, j'étais sortie de ce pétrin dégueulasse dans lequel je m'étais mis les pieds. Cette mauvaise expérience sur le banc Bradel m'avait laissé un goût amer. C'est donc pas surprenant si une fois sur l'Atlantique, 2 ans plus tard, j'ai tout fait en mon pouvoir pour éviter ce genre de situation
archi désagréable. J'avais vraiment pas envie de passer sur les grands bancs de Terre-Neuve. Oh que non. Bref, j'ai peur des hauts-fonds parce que d'abord, il peut y faire vraiment mauvais. Les conditions sont reconnues pour être particulièrement difficiles. Et deuxièmement, j'imagine mal ce que ce serait si je devais rencontrer des conditions molles et moins soutenues. Par exemple, s'il n'y a pas de bonne vague régulière pour empêcher la formation de clapots. J'imagine que je peux me retrouver exactement comme sur le banc Bradel quelques années plus tôt. C'est un cauchemar que je voulais vraiment pas vivre. Selon Michel, j'aurais même dû suivre une trajectoire plus au nord depuis mon départ d'Halifax pour me rapprocher très près du sud de l'île de Sable, puis peut-être même passer au nord. Connaissez-vous l'île de Sable? L'île de Sable, c'est une île perdue en Atlantique au sud de la Nouvelle-Écosse. C'est un tout petit archipel en forme de sourire. Pour situer l'île de Sable, je peux vous dire qu'elle se trouve environ à 200 000 nautiques à l'est de Lunenburg et aussi à 120 000 nautiques au sud de Sydney, à l'île du Cap-Breton, aussi en Nouvelle-Écosse. Bon, si vous préférez qu'on parle en kilomètres, elle est environ à 300 km d'Halifax. Il y a très peu de personnes qui habitent là. Environ 3, 4 ou 5 personnes. La plupart sont des chercheurs ou des scientifiques. On sait que cette île-là est surtout peuplée de chevaux sauvages, de phoques gris, d'oiseaux. Depuis 2013, c'est maintenant devenu la réserve de parc national de l'île de Sable. Et que dire du risque de naufrage à l'île de Sable? Ça frappe l'imaginaire de savoir qu'il y a eu plus de 350 naufrages sur l'archipel. Pas surprenant qu'on appelle cette petite île perdue de 30 km² le cimetière de l'Atlantique. J'ai toujours rêvé de m'y rendre, mais en avion, là, pas à la rame. De toute façon, ça prend des autorisations. Je veux rien savoir de me rendre près de là avec mon embarcation à rame. Dans ma tête à moi, c'est un risque que je ne suis pas prête à prendre. Après 3 semaines en mer, j'avance pas beaucoup, je fais du surplace et le temps passe. Ajoutez à ça la peur, l'inconfort des systèmes dépressionnaires, du découragement. Et je peux peut-être vous avouer que je commençais un petit peu à perdre confiance en mon équipe au sol. Je disais à Hermel, mon technicien, mon mentor, que j'avais aucune confiance en une route qui me ferait passer au nord de l'île de Sable. Je demandais même à Hermel de convaincre Michel de déployer une route au sud, très au sud. Je disais aussi à Jean-Pierre de convaincre Michel de me faire ramer au sud des grands bancs de Terre-Neuve. Sans savoir, en essayant de les mettre de mon bord, je divisais mon équipe. La fameuse question de il reste combien de jours pour atteindre l'Orient? Ça va prendre combien de temps? Parce qu'il y a un doute qui s'est installé un peu dans sa tête que c'est faisable. À ce moment-là de mon aventure, l'équipe n'a rien vécu ensemble. Bon, certains d'entre eux se connaissent. Jean-Pierre et Hermel, son père, sont de la même famille. Mais pour le reste de l'équipe, ils étaient inconnus les uns des autres jusqu'à quelques semaines avant mon aventure. Ils se sont côtoyés un petit peu avant le départ, par vidéoconférence ou rapidement dans les 2 semaines qui ont précédé le jour 1. À ce moment-là, j'ai tellement peur des hauts-fonds que je contamine Hermel et Jean-Pierre avec mes craintes. Ils se mettent à douter à leur tour. Je me suis rendu compte de ça un peu trop tard. Et là, tranquillement, des clans se forment. Hermel et Jean-Pierre d'un côté, Michel de l'autre. Et la seule chose à faire pour rétablir la situation, avant que ça aille trop loin, c'est que tout ce beau monde-là se rencontre pour faire le point, mais sans que j'y sois, pour éviter que je les influence avec mes craintes. Je veux que Michel ait les mots justes pour convaincre Hermel et Jean-Pierre au sujet des hauts-fonds, parce que je sais qu'ils vont devoir se mettre à plusieurs pour me convaincre. J'ai besoin d'adopter une nouvelle attitude face à la route. J'ai besoin de consolider mes idées. Ce qu'on entend aujourd'hui dans l'épisode, ce sont des discussions qui ont eu lieu lors de la première rencontre qu'on a appelée les rencontres météo.
Cette première rencontre a lieu le 8 août 2013 à 14h, heure universelle. Bienvenue dans l'équipe. Je pense que le fait de mettre les choses au point maintenant, je pense que c'est important. Et puis, il faut effectivement que maintenant, elle progresse, elle reprenne confiance, et puis surtout qu'elle fasse des mines sur la route. Donc, je pense que, j'en ai discuté avec elle hier, et j'ai vraiment ressenti, encore une fois de plus, sa crainte de passer sur les grands bancs de Terre-Neuve. Nous, en fait, c'est d'essayer c'est de passer à travers le fameux stigma des bas de Terre-Neuve. Et puis... Peux-tu ajouter quelque chose? Michel, avant d'aller dans des décisions, parle-nous donc du Gulfstream un peu, pour faire juste un petit résumé de mon côté, de moi, qu'est-ce que c'est que je ressentais avec Mylène, c'est que, elle ne voulait pas passer au nord de l'île de Sable. 2, elle ne voulait pas toucher au bas de Terre-Neuve. Puis 3, aller au plus vite dans le Gulfstream pour profiter de ce fameux courant qu'on cherche puis qu'on trouve pas. Ça fait que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du Gulfstream. Toi, est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'on l'oublie? Le Gulfstream, on l'oublie pas. Par contre, ce qu'il faut bien se mettre dans l'idée, que le Gulfstream, c'est pas une autoroute où on a du courant régulier en permanence. Alors ces courants, effectivement, ils sont pas uniformes. Ce sont des sortes de grandes boucles. Donc il faut bien se présenter, mais de là à dire effectivement aller rejoindre le Gulfstream et puis après une fois qu'on est dedans, ça va nous emmener sur la route sans problème. Je pense que c'est pas ça, parce que en plus le facteur courant c'est une chose, mais ce genre d'embarcation à rame est extrêmement sensible au vent. Bon, ça, je m'en doute un petit peu. Je pense que mon ami Hermel avait beaucoup d'espoir et d'attente par rapport au Gulfstream. Ici, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter pour parler un peu de ce fameux courant chaud de surface qu'on appelle le Gulfstream. Ça prendrait un dessin. En français, on pourrait plutôt l'appeler le courant du golfe du Mexique parce que, vous l'aurez deviné, c'est là qu'il prend sa source. Il avance en Atlantique sur un tracé nord-est et vient s'évanouir dans la dérive de l'Atlantique Nord. La dérive de l'Atlantique Nord, c'est un grand courant marin d'ouest en est qui fait partie à son tour du gire de l'Atlantique Nord. Puis un gire, c'est un grand tourbillon presque aussi large que l'océan lui-même. Tout ça, c'est essentiel. C'est un peu comme le système cardiovasculaire de la planète. Donc, si on revient au Gulfstream, c'est un courant assez surprenant. Si au large de la Floride, il peut mesurer 150 km de large puis aller à près d'1 km de profondeur, plus il s'étend vers le nord, plus il se disperse et moins sa vitesse est prometteuse. Vers la Floride, il peut atteindre 2,5 nœuds de vitesse, mais au nord, il descend à 0,8 nœuds. Puis, il se mélange éventuellement au courant du Labrador qui, lui, descend vers le sud. Bon, peut-être que là, je vous ai perdu avec mes nœuds. Pour démêler tout ça, un nœud, c'est 1 000 nautiques à l'heure. 1 000 nautiques, c'est 1,8 km. Donc, si on fait un peu de mathématiques, le Gulfstream, près de la Floride, il avance à 3,7 km/h. Et au nord, sur ma trajectoire, il avance à 1 km/h et demi environ. Mais c'est quand même le fun d'imaginer que je vais faire moins d'efforts et avancer beaucoup plus vite. Donc, si on fait un petit peu de mathématiques, le Gulfstream, près de la Floride, 3,7 km/h. Et sur ma trajectoire, au nord, 1 km/h et demi. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même le fun de savoir que je vais avancer plus vite sans avoir à faire d'efforts pour le faire. Mais on est quand même loin de l'autoroute sur laquelle on embarque et là où on se laisse pousser par le courant. Et j'étais consciente, une fois rendue près du courant chaud, que ça pourrait être difficile à gérer, même que j'avais un petit peu peur de ce courant-là. J'imaginais des méandres qui allaient m'emporter tantôt dans la bonne direction, tantôt en direction opposée. Alors, je comptais pas trop là-dessus pour m'aider à progresser. Mais à quelque part, j'avais quand même espoir que le Gulfstream soit clément avec moi. Écoute, de toute façon, les bancs de Terre-Neuve, d'autant plus si on
si on suit une route par rapport à sa position actuelle, si on suit une route, on va dire, sur la route directe, les bancs de Terre-Neuve, elle va avoir le sud des bancs de Terre-Neuve à traverser, donc ça va être, à mon avis, ça va être assez rapide. Il est effectivement préférable de prendre un front sur les bancs de Terre-Neuve plutôt que d'essayer de descendre au sud et puis de se retrouver dans la position actuelle où ça avance pas parce qu'on a des vents qui sont pas établis correctement. Donc, pour ce qui est de Mylène, moi j'ai bien discuté avec elle hier. Moi, je l'ai eu là, je lui ai donné donc un point. Je lui ai donné un point de passage qui tient compte des vents actuels et des vents donc les 48 heures. Et ce point, il est positionné exactement sur le cap qu'elle fait actuellement. Et pour l'instant, elle suit exactement le cap qui l'amène sur ces points avec le vent avec elle. Bon, je l'avoue, j'ai une tête dure. Et quand on me répète sans cesse la même rengaine, je finis par comprendre, surtout si on arrive avec de bons arguments. Jusqu'ici, Michel me donnait de bons arguments, mais mon équipe est influencée par mes craintes à moi, mes a priori, par ma grande peur des hauts-fonds et mon manque de confiance. J'avais fini par les diviser et j'ai compris qu'il me fallait les rassembler. J'avais besoin que tous parlent d'une même voix. Je voulais que tous fassent front commun pour m'aider à avancer mieux. En gros, je voulais que mon équipe soit plus forte que moi. Qu'ils me disent tous en cœur, Mylène, voilà ta route, aucun doute que c'est la voie à prendre. Pour sa confiance à elle, il faut être comme reliés tout ensemble. On a toute la même idée, on va dans le même point. C'est ça qu'on a cette rencontre-là ce matin, c'est pour qu'on se consolide avec toi, qu'on marche dans le même sens. Ça fait que là, elle ne pourra pas plus nous écouter. Il va falloir. C'est ça qu'elle veut. Elle veut qu'on soit tous dans le même chemin, tous avec la même idée. Puis, écoute, soutenir dans ça. Puis pour obtenir ça, elle voudrait avoir comme l'objectif qu'on a là, de la simulation de 7 jours. Elle aimerait ça l'avoir là, à toutes les semaines, là, de séjour en séjour, qu'on sache, nous autres aussi, c'est quoi la direction et puis qu'on puisse la soutenir parce que comme moi, là, je suis pris pour lui parler, il y a des fois, c'est 6 fois par jour parce qu'il y a la technique, il y a la navigabilité, il y a qu'est-ce qu'on décide de faire, on met l'encre, on l'enlève, on met un traîneur, ça marche pas. Je reçois toutes, là, moi, là, les palpitations de tous les instants. Pour que je gère le mieux possible avec ça. Pour ce qui est de la route, et puis ça, moi, j'ai entièrement confiance en toi. Bon, moi, je pense que j'aurais peut-être dû aussi été peut-être plus persuasif auprès de Mylène, j'aurais peut-être plus insisté, je sais pas, enfin, il y a des tas de choses, mais je pense qu'il faut pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Hein. Mais je pense qu'il y a effectivement, sur ce projet, il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être effectivement un manque de cohésion justement entre différentes personnes. Je pense que c'est ça, et c'est ce qui fait que Mylène, elle a entendu différentes choses justement parce que les gens n'étaient pas forcément en accord, avaient pas forcément pourquoi, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes éléments. Donc je pense que c'est l'inconvénient d'un projet où il y a beaucoup de monde. Il faut impérativement qu'il y ait plus de cohésion entre les gens. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Et c'est une très bonne chose. Là, qui c'est qui va y parler le premier ou le deuxième, je ne sais pas, là, je sais qu'être en attente de cette rencontre-là, là, c'est ça qui va la consolider, qui va la renforcer, qui va lui redonner du goût, puis de l'encouragement. Avec, Écoute, moi je lui envoie tous les matins, donc je lui envoie la situation météo pour les 3 jours qui viennent, et puis je réactualise ça tous les jours, et puis en général elle m'appelle, elle me passe un coup de téléphone, donc le soir pour moi ici, donc il faut pas qu'on hésite à échanger par mail. Je mets mes données à jour là, toutes les 3 heures. Je vous tiendrai au courant donc des différents points avec la simulation. Moi, c'est de cette façon-là, je pense qu'on se consolide,
on rencontre un objectif pour l'encourager, là, un objectif entre parenthèses réalisable. On sait que ça peut quand même être changeant avec des différentes situations de météo, de navigabilité. On peut s'entendre d'avoir ça au moins une fois par semaine. J'aurais dû imposer ce type de réunion-là à mon équipe avant même de partir en mer, mais j'y avais pas pensé vraiment. Bon, on s'était rencontrés, Hermel, Michel et moi, mais sans plus. C'est en mer que j'ai compris que pour mener à bien ce projet-là, il me fallait déléguer certaines choses. Et de pas toujours tout décider seul, laisser les autres prendre leur place et surtout leur faire confiance. Choisir de leur faire confiance. Parce que faire confiance, c'est une décision qu'on prend. Je vois que cette année, c'est assez particulier. On a souvent des conditions anticycloniques au sud de Terre-Neuve, c'est-à-dire justement sur la pointe sud des Grands Bancs, ce qui fait que si on fait une route sud, alors non seulement on se retrouve dans le centre de l'anticyclone, et si on poursuit, on se retrouve avec du vent qui va être de face. Alors que si on est sur la partie nord de l'anticyclone, là au contraire, ce sont des vents qui vont être portants et qui vont pousser dans la bonne direction. Donc je suis persuadé que c'est la seule route pour rejoindre la France. Je suis persuadée que c'est la seule route pour rejoindre la France. Ça, mon équipe a souvent entendu Michel dire « je suis persuadée » en parlant de la route. Pour vous mettre en contexte, chaque membre de l'équipe au sol a douté, tout le monde, même moi, sans exception. Tout le monde a douté de cette possibilité de rejoindre la France et parfois même de rejoindre l'Europe ou même de poursuivre vers l'Est, tout simplement. C'était le premier épisode de Méandre, les dessous d'une traversée. Méandre est une production de Mylène Paquette et compagnie. Idée originale de moi, Mylène Paquette. À la réalisation, Louise Bertrand. Habillage et mixage sonore, Patrick Rioux. À la recherche, scénarisation, animation et bien sûr à la rame, Mylène Paquette. Un immense merci à tous ceux qui nous ont offert généreusement leur voix et que vous avez entendu dans cet épisode. Jean-Pierre Lavoie, Michel Meulenet et même ma sœur, Evelyne Paquette, qu'on a entendu rire aux éclats au début de cet épisode. Merci particulier à Feu Hermel Lavoie. Merci de m'avoir permis de vous faire revivre un tout petit peu à travers cette histoire. Dans le prochain épisode, je vous emmène dans un moment où le doute s'installe encore un peu plus. Un aperçu. Entre nous autres, tous les trois, là, Mylène ne nous entend pas, puis c'est pour rester vraiment entre nous autres, à partir d'un questionnement qu'elle a, là. On se demande, toi, Michel, y crois-tu en Mylène, dans ses capacités physiques, mentales, à partir de ce qui s'est passé, de continuer à espérer la traversée? Please enter the 12-digit Iridium phone number you would like to call. Please wait while your call is connected.